Bonjour les amis, comment réagir face au séisme qui s'annonce dans le domaine de l'emploi? Les métiers de l'IT sont-ils toujours aussi porteurs? Les profils en reconversion, les juniors, ont-ils une chance et surtout comment? Il y a ceux qui parlent du monde d'après et il y a ceux qui le font. Pierre Vanier fait partie de ces belles personnes, de ces belles rencontres que j'ai eu la chance de croiser, d'interviewer. C'est quelqu'un qui s'épanouit en faisant réussir les autres. Il porte des valeurs mais surtout agit pour redonner du sens à l'égalité des chances, à l'inclusion et à la réussite collective. Le succès par l'erreur n'est pas pour lui une philosophie, ça fait partie des prérequis qui permettent d'atteindre les objectifs ensemble. Dans cette vidéo, Pierre nous partage son parcours de reconverti. Il a lui-même suivi cette voie magique de la reconversion. Tantôt développeur à San Francisco, tantôt responsable pédagogique pour une grande école du numérique. Aujourd'hui, PDG de la société Flint et notamment de la Flint Academy. Il nous expose la richesse de ses erreurs et nous partage les actions qui font sens pour lui ainsi que ses équipes et les projets sur lesquels il souhaite avancer. Alors, je vous mets tous les liens dans la vidéo parce que vous allez retrouver les extraits de l'interview complète. L'interview complète en vidéo est bien sûr disponible dans l'article, je vous mets le lien, avec le podcast associé. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, vous ne raterez pas les prochaines notifications. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de Coder pour changer de vie. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle interview et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao. Bonjour Pierre, écoute, je suis vraiment content de te retrouver. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter, Pierre, en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Pierre Vanier, je suis PDG de la société Flint à Montpellier et de la Flint Academy. Je suis développeur de formation, ingénieur en informatique. J'ai eu différentes expériences, notamment de création d'entreprise. J'ai été aussi directeur pédagogique d'une école d'informatique à Montpellier. J'ai été directeur d'une entreprise de services numériques avant de créer Flint. J'ai eu aussi un magasin de musique. Donc, tu vois que j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai passé 6 mois aussi à San Francisco à développer des passerelles microservices en Golang. Voilà, j'ai 44 ans. J'ai pas mal d'expérience, surtout dans la tech, l'innovation et les startups. Et je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Il y a un état d'esprit qui est différent aux États-Unis. Moi, j'étais assez étonné. Je pensais que j'allais arriver dans un pays où la productivité allait être énorme par rapport à la France. J'ai jamais autant rencontré de gens qui arrivaient à 10 heures et partaient à 16 heures. Donc déjà, ça m'a un peu étonné. Et puis après, en fait, finalement, ils n'ont pas du tout la même façon de travailler. Des organisations plutôt très plates, en fait, avec peu de N+1, N+2, N+18, comme on peut avoir en France. Donc, ce que j'ai trouvé aussi de très différent, c'est qu'il y avait plus de développeurs seniors. Quand je dis seniors, vraiment des gens qui ont fait leur carrière dans la tech et qui n'ont pas voulu devenir manager. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que les managers sont payés moins que les développeurs. Ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui est voire même presque pas le cas en France. C'est pour ça qu'en France, il y a la voie royale, entre guillemets, ou en tout cas, une des voies préférées, c'est tu fais développeur quelques années, et puis tu passes chef de projet, et puis tu passes directeur de projet, et puis tu montes petit à petit dans cette hiérarchie. Là-bas, il peut très bien y avoir des devs qui vont gagner 300 000 dollars. Qui ont 15 ans d'expérience et qui sont très bien là où ils sont et qui n'ont surtout pas envie de monter. Parce qu'en fait, on a cette impression qu'en fait, à la différence de la France, devenir manager, c'est atteindre plus de pouvoir et d'influence dans l'organisation. Alors que devenir manager, en fait, aux États-Unis, c'est plus un facilitateur et un coach. Et en tout état de cause, un manager qui serait uniquement un micromanager ou quelqu'un qui manage par la peur sera directement dégagé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la notion du projet, du produit, du client est centrale. Et s'il y a des petits malins qui veulent être managers à l'ancienne, comme nous, on a beaucoup trop de managers en France, ils seront dégagés. Ils seront dégagés. Un bon manager aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui fait que tout roule correctement. Peu importe, il donne sa vie pour que ça roule, quoi, tu vois. Il donne sa vie pour que les projets ils avancent, quoi. En France, c'est un peu le contraire. T'as quand même, faut bien se le dire, t'as quand même beaucoup de managers
qui mettent un malin plaisir à mettre leurs grains de sable, à faire attention à sauver leurs arrières, à faire le jeu de la patate chaude, etc., etc. Donc principalement, je dirais que c'est une différence de mentalité, parce qu'en fait, c'est une réelle opportunité en fait de se former maintenant. Il y a une fenêtre de tir, de toute façon, dans laquelle les gens vont être au chômage. Là, on parle des dettes, d'accord. Investir sur soi-même, c'est ça que tu veux dire? Et bien sûr. Moi, j'ai plein de candidats, de gens que je connais qui sont en chômage partiel, en activité partielle, c'est-à-dire ils sont chez eux. Déjà, ils se rongent le frein et intellectuellement, psychologiquement, c'est très difficile à vivre. Et tous ces gens-là, tous les gens qui sont au chômage partiel, devraient tous être en formation. Ça n'a pas de sens. On est en train de payer les gens pour qu'ils soient chez eux, en fait, quoi. Moi, je ne cache pas mes erreurs à mes collaborateurs. Je les mets devant et je leur dis là, je me suis planté. Là, on s'est planté et j'attends qu'ils fassent la même chose de leur côté. On a cette peur de l'erreur et de l'échec en France. Moi, avant de réussir Flint, et je touche du bois parce que l'entreprise n'est jamais réussi, et il faut toujours partir du principe qu'on est malgré tout toujours un petit peu en risque. Vaut mieux le voir comme ça plutôt que de prendre le melon et de penser que le risque n'existe pas. Le risque existe toujours. Mais avant de réussir cette société Flint qui va bien, qui se porte bien, qui a une belle ADN, qui a des collaborateurs qui sont heureux, qui s'épanouissent et qui fonctionnent bien, dans lesquels ils y retrouvent une sorte de sens, j'en ai planté 2 ou 3 des boîtes. Et ça me fait pas peur de le dire, en fait. Et je pense que finalement, c'est très bien comme ça, en fait, puisque j'ai appris énormément de ces échecs, en fait. Et je leur ai raconté mes anecdotes, etc. Moi, je suis allé aux États-Unis. J'étais plutôt un bon développeur, d'accord? Je suis arrivé là-bas. Je pense que j'étais vraiment une brêle, parce que j'étais vraiment mauvais. Je suis tombé sur des gens qui étaient pas un peu au-dessus de moi. Ils étaient à un niveau jamais je n'atteindrai. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Reboot.js, alors certains l'appellent aussi Reboost ou Boost.js. Ouais. En fait, l'idée, c'est que quand est arrivée la crise du Covid et au tout début mars, très rapidement, on s'est rendu compte de l'effet catastrophique que ça allait avoir pour l'emploi 6 mois après. C'est-à-dire qu'on s'est projeté en septembre et moi, je me suis dit, ça va être une hécatombe. Ça va être une hécatombe pour tout le monde, mais plus particulièrement pour le public et les gens qu'on côtoie, nous, en tant qu'entreprise de services numériques Flint, pour les développeurs, les développeuses, les ingénieurs, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en est rendu compte rapidement, parce qu'on est on côtoie les clients et le marché en permanence. Tous les jours, on rencontre des clients. Et on s'est aperçu très rapidement que 90% des clients mettaient les freins, voire bloquaient, voire retardaient tous les projets. 100% des projets. Donc 95% des clients étaient en mode je dois survivre. C'est ça en fait. Je dois survivre, je dois éviter de faire un plan social, je dois faire rentrer du cash. Il y a certains secteurs d'activité de certains de nos clients qui ont perdu 95% de leur chiffre d'affaires sur avril, mai, juin. C'est des conditions inimaginables, inimaginées, non prévues, et on ne peut pas prévoir un risque comme ça. Donc, quand on s'est aperçu que tous ces clients mettaient tous les freins sur tous les projets informatiques, l'effet normal, la conséquence derrière, c'est que tu vas avoir vachement moins d'embauches, tu vas avoir des plans sociaux, tu vas avoir des gens dont les périodes d'essai vont s'arrêter, tu vas avoir des gens dont les CDD ne vont pas être renouvelés. Donc, en fait, si tu veux, ce n'était pas forcément une boule de cristal. C'était simplement, en fait, c'est purement logique, en fait. C'est mécanique. Et là, on s'est dit, mécanique, exactement. Donc là, on s'est dit, on va pas passer 3, 4, 5 mois, parce qu'on savait pas à l'époque combien de temps allait durer vraiment cette crise. On ne le sait toujours pas d'ailleurs. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Et on a voulu monter, parce que j'avais été directeur pédagogique d'une école d'informatique il y a une dizaine d'années, pour ne pas la nommer Epitech. Et j'avais toujours cette appétence pour le secteur, en fait, de la EdTech, comme on l'appelle, parce que je trouve qu'il véhicule beaucoup de belles valeurs, en fait. Et comme on est une société, tu as dû le voir aussi, où on essaye de ne pas bullshiter avec les valeurs, c'est-à-dire qu'on les met vraiment en avant, mais derrière, en fait, si tu soulèves les rideaux de Flint, derrière, c'est pareil, à l'inverse de beaucoup de sociétés. C'est pas comme dans La Vérité si je mens, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. On prend toutes nos décisions par rapport aux valeurs et pas par rapport aux finances. Des fois, ça nous est arrivé de prendre des décisions financièrement. Notre comptable m'a dit tu es malade de faire ça, mais en fait, sur le plan des valeurs, c'était comme ça qu'il fallait agir. Donc, et puis tant pis en fait. Et puis c'est ma boîte, et puis tant pis en fait. Donc, c'est ça aussi l'avantage de monter sa boîte. Et donc, du coup, on a monté Flint Academy parce qu'on s'est dit, il y a un momentum à attraper, il y a une vague sur laquelle vraiment monter qui va permettre à la fois de créer une nouvelle activité pour Flint qui est devenu un groupe, puisqu'elle conseille et la formation, et en plus de faire quelque chose qui est bénéfique pour la société, ce qui est presque en fait dans nos statuts. Je ne sais pas si tu connais les sociétés à mission. Les sociétés à mission, elles insèrent dans leur statut un objet social en fait, un objet social d'action sur la société avec un grand S. Nous, on n'est pas encore société à mission, c'est les choses auxquelles je réfléchis. Toi, tu es une boîte comme Danone, qui est d'ailleurs le plus gros exemple de société qui est société à mission. Donc, j'y réfléchis très sérieusement parce que je considère qu'une entreprise doit aussi avoir un rayonnement positif sur la société avec un grand S. Et je me suis dit, ben là, il y a un moyen de faire une nouvelle activité qui soit rentable, qui soit une nouvelle ligne de business finalement, mais qui, en même temps, soit vraiment, qui comble vraiment un besoin et une attente. Et donc, on a créé ce premier cursus de formation, j'en reviens là-dedans, Reboot.js, parce qu'en fait, on l'a créé en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on a des datas sur tous les besoins qu'on a qui émanent de nos clients. Et régulièrement, en fait, on regarde un petit peu tous les technos qui sont demandés. Et on a vu que les technos full stack JS, notamment autour de ce que Reboot.js propose, donc du Mongo, de l'Express, du React et du Node, c'était des technos qui étaient assez stables, assez matures, assez standards et qui aujourd'hui pouvaient être celles qui étaient le plus en demande. Et on a construit notre cursus en le rapprochant le plus possible des conditions de ce qu'on pourrait rencontrer en entreprise. De l'intégration et du déploiement continu, des outils qui sont standards avec du GitHub, du Travis, du Jenkins, etc., pour faire que pendant le mois de formation qui s'effectue à distance, à l'inverse des bootcamps ou de plein d'autres écoles en fait, où tu fais des petits projets, tu fais un tic-tac-toe, tu fais un Hello World, tu fais un shoot 'em up en Angular, tu fais des tout petits projets, un ensemble de petits projets. Là, ils vont faire un gros projet conséquent qui va leur permettre de montrer vraiment ce qu'ils ont fait en profondeur à des recruteurs. Et c'était vraiment ça. Le but étant évidemment qu'ils remettent un pied à l'étrier et qu'ils se retrouvent en fait vraiment en confiance par rapport à ces technos-là pour pouvoir aller voir des recruteurs et pas en mode oui, j'ai vu un peu de ça. Non, ils vont voir vraiment assez en profondeur ces quatre technos-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je privilégierais plutôt des formations en alternance ou des formations où la partie professionnelle, la partie stage est vraiment centrale, où l'approche se fait vraiment par projet, où il y a peut-être plutôt moins de techno que plus de techno. Parce que les formations où tu as un peu de PHP, un peu de Symfony, un peu de JS Vanilla, un petit peu de Angular, un petit peu de Java, un petit peu de machin en 6 mois, pour moi, un petit peu de trop de choses, ça n'a pas de sens parce que tu perds les gens. En fait. Donc, je serais plus sur des formations plus pointues, plus focus, quitte à réduire le scope de job auquel tu peux prétendre à la fin. Mais du coup, pour le coup, je pense que tu as plus de légitimité à aller voir ensuite un recruteur avec une formation qui sera plus pointue. Voilà. Donc, travailler son portefeuille de projet plutôt que son portefeuille de technologie. Ouais. Et surtout quand tu es junior comme ça en reconversion, ça rime à quoi de voir 4, 5, 6 langages différents, 4, 5, 6 frameworks différents juste pour voir que c'est différent. En fait, juste on s'en fout en fait. Il faut connaître au moins une chose bien, quoi. Parce qu'ils n'ont pas, comme nous, ou comme les gens qui ont vraiment du background, cette théorique fondamentale académique qui leur permettent de se reposer sur quelque chose de solide. Voilà. Ils n'ont pas vu les design patterns, ils n'ont pas vu le langage formel, la grammaire, ils n'ont pas vu la théorie des graphes, ils n'ont pas vu toutes ces choses-là sur lesquelles repose l'informatique moderne et qui va leur manquer pour pouvoir faire des abstractions et finalement passer d'un langage à un autre parce que les syntaxes sont les mêmes, parce que ce serait très bien que c'est un automate qu'il y a derrière et on s'en fout, quoi. Le compilateur est un compilateur, tu vois ce que je veux dire.
il y a les instructions, il y a les books, il y a les machins, mais c'est exactement pareil, quoi. Tire mon chapeau à tous ces organismes de formation qui font bien leur boulot, qui se saignent, pour lesquels voilà, il y a des gens qui travaillent très très bien. Il y a aussi des gens voilà, qui font un peu n'importe quoi aussi dans la formation. On le sait malheureusement, mais bon, je pense dans tous les métiers, hein. Dans notre secteur, dans les ESN aussi. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un tournant dans la technologie et dans la société où je pense que d'une manière générale, on a besoin d'insérer beaucoup plus de sens dans ces deux grosses thématiques. Dans la technologie, du sens dans la technologie, c'est permettre, ou en tout cas se donner la chance d'avoir une technologie dans un futur assez proche, moyen terme aussi, qui ne soit pas inhumaine. Une technologie dans laquelle il y a du sens, c'est une technologie dans laquelle on réfléchit à des problématiques de justesse, d'équité, d'inclusion, de mixité, de paix sociale quelque part. Et de l'autre côté, dans notre société, on est aussi dans cette quête de sens. Trop encore d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont à la mode les années 90, les années 2000, il n'y a qu'une seule personne qui prend tout en haut. Si on peut, la première chose qu'on m'a conseillé quand j'ai créé ma holding, c'est assez marrant, je le raconte parce que ça montre un peu l'état d'esprit en fait. On dit Pierre, tu crées une holding, mais il faut que tu la crées au Luxembourg. Immédiatement. Et pas une seule personne, deux personnes. Genre un comptable plus un avocat. Donc si tu veux, en fait, ça te montre un peu l'état d'esprit qu'on met autour de l'entreprise comme un unique vecteur de machine à fric en fait. Et je trouve que c'est à la fois dépassé et à la fois vraiment mauvais pour la société en général. On a besoin des entreprises, mais on a besoin d'entreprises qui font leur job, pas simplement à remplir des cases Excel dans des prévisionnels, mais aussi qui font leur job en tant qu'œuvre sociale. Nous, par exemple, on a donné 3% de notre résultat de 2019 à du mécénat. Je ne sais pas si tu imagines si Apple donnait 3% de son résultat à du mécénat. Je pense qu'on pourrait reconstruire à peu près la moitié de la France. Tu vois ce que je veux dire ? Voire arrêter la faim dans le monde pendant à peu près 3 ans. Ce que je veux dire, c'est que c'est important. En tant qu'entreprise, on a des droits, on a des devoirs envers la société. Et plutôt que de me donner un conseil à moi, tout petit, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, je préférerais que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise écoutent ce que j'ai à dire là et lèvent un peu la tête du guidon et surtout changent de point de vue, changent de focus. On ne peut plus se permettre d'avoir le focus qu'on a eu il y a 15 ou 20 ans. Le monde a passablement changé. Et je pense que si on continue comme ça, on va dans le mur. Voilà, redonner du sens sans se tromper de direction, vaste sujet. Je vous invite vraiment à aller regarder l'interview complète dans l'article avec le podcast. Si vous n'avez pas le temps de voir l'interview, vous avez le podcast. Je vous mets le lien juste en dessous. Si vous voulez aller plus loin, que vous démarrez une carrière de développeur, même si vous êtes développeur confirmé, vous verrez, il y a du contenu utile. Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Les petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, les notifications. Et moi, je vous retrouve à très très bientôt, ou à très vite, je ne sais jamais comment on dit, dans cette belle aventure qu'est Coder pour changer de vie. Ciao, ciao!